fuite d'avion, c'est une succession chaotique et enchevêtrée de montagnes pelées ou chevelues, de vallées encaissées où bouillonnent des torrents. De loin en loin, un petit bassin, l'élargissement d'une vallée, a permis aux hommes de s'établir et de vivre. Incapable d'obtenir un succès dans le delta tonkinois, où nos armes le clouaient au sol dès qu'il acceptait la bataille, le Viet Minh jugea plus rentable la conquête du pays thaï. Mené par 3 divisions, appuyé par un important soutien de mortiers de 120, de canons de 75 sans recul, l'offensive ennemie débute par l'assaut massif de Nyalo à la bord du reste du pays thaï. Devant la supériorité numérique écrasante des assaillants, le général Salan, ayant ordonné le regroupement des garnisons des postes isolés, décide de la création d'un camp tranché en un lieu choisi par lui, sur lequel les colonnes ennemies seront attirées et viendront se briser. Et pour la première fois, l'on entendit prononcer le nom de Nassan. Nassan, un aérodrome, une simple piste au bord de la route provinciale numéro 41, un petit poste semblable à tous ceux du pays thaï. Nassan, où le général Salan a décidé d'amarrer sa manœuvre, devient du jour au lendemain le haut lieu de la bataille de jungle qui s'engage. C'est ici que sera assumée la couverture de la frontière proche du Laos. C'est ici que seront recueillies les garnisons des postes avancés. C'est ici que nos forces organisées en hérisson attendront l'attaque ennemie. C'est ici enfin qu'après avoir brisé l'offensive adverse, nos troupes reprendront l'initiative. D'heure en heure, le paysage s'anime et se transforme. Armes, matériel, munitions, ravitaillements tombent du ciel. Et dans la poussière rouge qui fait surnommer Nassan le camp du drap d'or, s'engage une fiévreuse lutte contre la montre. Plus encore peut-être qu'au cours de la bataille qui allait suivre, ce fut pendant ces jours de labeur que se joua le sort de Nassan et celui du pays thaï tout entier. Jour et nuit, les travaux se poursuivent. Et le centre nerveux de ce corps immense, c'est le PC enterré du colonel Gilles. Gilles, massif, tout d'une pièce, inébranlable. La brousse défoncée, nivelée, brûlée, fait place à des glacis qui se hérissent de barbelés. Déjà, les tranchées zèbrent de leurs zigzags les flancs des collines d'alentour. Mais il faudra des jours encore pour faire de ces défenses improvisées une véritable forteresse. Et pour écarter de Nassan le risque d'être attaqué avant que d'être prêt, le général Salan lance nos forces mobiles sur les arrières de l'ennemi. Il s'agit de détruire les dépôts qu'il a constitués pour alimenter son offensive en pays thaï et aussi de l'obliger à distraire une partie des forces qu'il a engagées. C'est l'opération Lorraine qui, sous l'impulsion personnelle du général de Linares, débute par le franchissement de la rivière Noire. La résistance ennemie est faible, mais les pluies, la boue, ralentissent la progression de nos troupes. Dès que le temps le permet, un lâcher massif de parachutistes est effectué à Phudoan, 3000 hommes en 2 heures. Simultanément, le fleuve Rouge est franchi en force avec l'appui des dinassaux de la marine et la protection de l'artillerie. Et l'avance se poursuit malgré des engagements de plus en plus vifs avec les troupes qu'à marche forcée, le Viet Minh a fait redescendre du pays thaï. Mais notre raid l'avait pris de vitesse. En dépit des engagements qui marquent le retour de la colonne, Lorraine avait atteint le double objectif qu'elle se proposait. Le Viet Minh n'avait pu empêcher la destruction de ses dépôts de munitions, dépôts d'armes et de matériel, dont certains tombèrent intacts entre nos mains, et en dégarnissant d'une division son front d'attaque, il nous avait de plus donné le répit nécessaire à l'achèvement des défenses de Nassan. L'heure de l'assaut approchait. Il fallait dès lors savoir où se trouvait l'ennemi, situer ses axes d'attaque, connaître l'importance de ses effectifs. Dans la région boisée et accidentée de la rivière Noire, des commandos sont lancés en zone ennemie. Ils se déplacent hors des pistes connues, dans la jungle ou la forêt.
Leur mission n'est pas d'attaquer l'ennemi, mais de le suivre pas à pas et de renseigner le commandement sur chacun de ses mouvements. Pendant de longs jours, parfois des semaines, ils mènent l'épuisante vie de brousse, aux aguets 24 heures sur 24, prêts à disparaître dès que l'ennemi les évente pour reprendre aussitôt leur faction. De toutes parts, maintenant, les unités repliées convergent sur Nassan. Elles arrivent par la route. Elles dévalent des pistes débouchant de la montagne après des marches interminables. Il leur a fallu mener de durs combats retardateurs. L'ennemi dut arracher le terrain kilomètre après kilomètre, vallée par vallée, crête par crête, et perdit un temps précieux. Au rendez-vous de Nassan, nos forces de couverture se sont retrouvées. Le camp retranché les attendait, pour les accueillir certes, mais en invité seulement. Demain, elles en seraient les défenseurs, au même titre que les bataillons amenés du Delta. Et dans l'attente de l'assaut ennemi, cet assaut qu'il est maintenant obligé de lancer s'achève les ultimes mises au point du dispositif. Les défenses légères du mois précédent ont fait place à une organisation en profondeur avec ses champs de mines et ses barbelés battus par des feux croisés. La moindre position de tir est un abri solide, relié à l'ensemble de la position par des boyaux étroits, souvent même enterrés. C'est vers Nassan que pendant 5 semaines, le général Salan a dirigé un flot ininterrompu de matériel et d'armement. Il restait à honorer cette traite sur l'avenir, à confronter l'idée de manœuvre avec la réalité du fer et du feu. Et l'assaut se produisit. L'assaut se produisit dans la nuit du 30 novembre, acharné, aveugle, hurlant. Au lever du jour, l'ennemi avait réussi à prendre pied dans l'un des points d'appui du dispositif. L'après-midi même, une furieuse contre-attaque de nos éléments réservés l'ont délogé. Les jours suivants, l'ennemi lança des nouvelles attaques généralisées contre nos positions. Grâce à la résolution farouche des défenseurs de Nassan, ces assauts furent brisés. Plus une seule de nos défenses ne fut entamée. Dans les barbelés, par centaines, les assaillants furent retrouvés après chaque assaut.
fauchés par le tir des mitrailleuses, de l'artillerie, pilonnés par les B-26 de notre aviation et les appareils de l'aéronavale. L'armement tombé entre nos mains permet d'évaluer à 7000 le nombre des hommes que perdit le Viet Minh dans ses assauts infructueux contre Nassan. Dès lors, il se replia en dehors de la portée de notre artillerie et Nassan, position défensive, devint base opérationnelle. Du camp retranché, les patrouilles partent sonder le pays en de profondes reconnaissances. Coup d'arrêt au physique comme au moral, Nassan peut s'inscrire sur nos drapeaux comme une grande victoire. Pour le Viet Minh, la forteresse ancrée au milieu des montagnes pelées demeure une sanglante leçon. Elle fut plus encore une menace que nos bataillons firent peser sur lui au cœur de ce pays thaï dont il pensait pouvoir s'emparer au cours d'une campagne éclair.